et à CGI. Donc après, il y a eu le Covid. En fait. Du coup, je me suis retrouvé un peu à la maison. Le projet sur lequel je travaillais, qui était cool, a été cuté. Je me disais que c'était peut-être bien de sortir un peu de la technique et voilà, de tenter cette expérience. À plus savoir pourquoi je me lève le matin, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. J'ai l'impression de ne pas apporter de valeur ajoutée. Je me dis où est-ce que j'en suis, est-ce que l'informatique c'est fini, est-ce que j'ai fait le tour, je sais plus quoi faire en fait. Je me demande si je vais pas ouvrir un camion à pizza. Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les trajectoires qui bousculent le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui j'ai une petite question pour toi. Et si la plus grosse erreur de ta carrière c'était d'évoluer comme prévu? Gravir les échelons un à un. On dit souvent qu'un développeur doit sortir du code, aller vers le management, prendre de la hauteur. Romain Vilbert a suivi exactement ce chemin. Après 15 ans de SN comme développeur Java, il accepte un rôle plus stratégique. Commerce, recrutement, pilotage. Sur le papier et dans le porte-monnaie, c'est une belle promotion. Mais dans la réalité, fini le code, moins de sens. Et une des questions qui lui revient chaque matin, mais pourquoi j'ai fait ça ? Dans cet épisode, Romain raconte son décrochage, son retour à la technique, son passage en freelance, ses erreurs. Il y aura même une petite note de l'URSSAF et ce qu'il a compris de la vraie évolution dans la tech. Si toi aussi tu doutes, si tu te demandes si tu dois devenir indépendant, ou même si tu as simplement l'impression d'avoir perdu l'élan que tu avais tout au début de ta carrière, cet épisode risque de te parler fort. Parce que parfois, le problème n'est pas ton métier, c'est plutôt l'environnement dans lequel tu exerces. Si cet épisode te plaît, pense à liker et partager pour soutenir le podcast. Allez, et c'est parti! Attends. N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de streaming préférée, de me mettre un petit 5 étoiles ou de t'abonner sur YouTube avec un petit pouce. Allez, c'est parti! Et bonjour, bienvenue Romain. Est-ce que tu vas bien? Salut Pascal, ça va très bien, je te remercie. Top. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Romain Vilbert, j'ai 42 ans, je suis consultant en freelance, spécialisé Java et Techno Cloud. Et j'habite le Haillan, donc je suis sur la région bordelaise depuis 15 ans environ. Et voilà, après, je suis papa d'un petit garçon qui a 6 ans et demi. Et actuellement, je suis en mission à la DSI de France Travail, à Pessac. Et voilà. Trop bien. C'est vrai que tu t'as dit 6 ans et demi. Le et demi, c'est très important quand ils sont petits comme ça. C'est ça, surtout lui qui insiste un peu pour dire la demi-année à chaque fois. Nous expliquer un peu comment tu as commencé l'informatique, comment tout a démarré. Alors l'informatique au départ, c'est arrivé par le côté ludique, on va dire, un peu comme tout le monde. Donc, je pense pas mal de gens. Donc mes parents avaient acheté un IBM PS1, un vieux truc 25 MHz, 2 mégaoctets de RAM, voilà. Donc avec je sais pas, Windows 3.1 peut-être au début, avec DOS, il y avait des jeux sur disquette, ça tournait sous DOS, tout ça. Enfin bon, t'as connu aussi, je pense. Du coup, voilà, j'ai commencé à bidouiller un peu sur l'ordi comme ça, et puis au lycée, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la programmation. J'avais un ami qui était en école d'ingé, et puis voilà, du coup, j'avais demandé quelques conseils pour démarrer. J'avais fait des petites applications PHP et MySQL. Et puis après, au lycée, donc j'ai fait un bac S. Et puis, au moment de choisir ce qu'il fallait faire après, donc j'ai passé plusieurs entretiens dans des écoles informatiques, post-bac, parce que du coup, je voulais faire l'info direct après le bac. J'avais pas envie de faire une prépa, maths sup, maths spé. J'avais pas le courage, on va dire. Et donc du coup, je suis monté à Paris pour faire l'EPSI Paris. D'accord. T'habitais où avant? J'habitais près du Mans, dans le sud de la Sarthe, en campagne. D'accord. Campagne. Donc là, du coup, hop, tu vas voir la capitale, travailler à l'EPSI. Ouais, donc l'EPSI, en fait, il y avait un cycle qu'ils appelaient cycle préparatoire, mais en fait, c'était le programme du BTS informatique de gestion. Et donc, au bout de 2 ans, on passe le BTS. Donc ça, c'est pas mal puisqu'on a déjà un diplôme. Et ensuite, donc 3 ans de cycle ingénieur.
Alors à l'époque, l'alternance c'était pas trop Démocratisé. répandu, on va dire, en école d'ingé. Donc j'ai fait 3 ans ponctués de stages. Et après, suite à mon stage de fin d'études, j'ai intégré une boîte qui s'appelait CSC, Computer Sciences Corporation. Donc c'est une boîte qui ressemblait plutôt à un cabinet de conseil, un peu comme Accenture, mais avec quand même une branche technique. Et là, j'ai commencé à travailler sur des projets au forfait essentiellement autour des technos Java J2E. Donc à l'époque, avec JB2, tout ça, des taglib, enfin voilà quoi. Mais des projets plutôt sympas quoi. Ok, trop bien. Donc là, t'as toujours voulu faire du développement, t'as pas été attiré par l'infra ou... Non, ouais, effectivement, c'est plutôt l'aspect logiciel qui m'intéressait. J'aimais bien l'idée, voilà, de pouvoir créer quelque chose, produire, de voir à partir de code des choses s'animer, bouger, s'afficher. Enfin, voilà, c'était plutôt cet aspect-là qui m'intéressait. Plus un builder. T'avais pas d'idée de création de, je sais pas moi, de logiciels, de soft. Des fois, ça commence par là. Alors j'ai eu, mais un peu plus tard, on va dire, quand je suis arrivé à Bordeaux, par exemple, dans le cadre aussi pour monter en compétence sur des technos. À l'époque, c'était un peu les débuts d'Android. Et en fait, j'avais codé une petite application qui s'appelait Pet to Pet, qui était un peu un réseau social pour animaux. C'est quoi? C'est marrant ça. Et en fait, l'idée, c'était une appli Android où tu crées la fiche de ton animal. Ok. Et ensuite, en fait, t'étais géolocalisé, donc tu pouvais voir autour de toi un peu les autres animaux. Enfin bon, bien sûr, c'est les propriétaires, hein. Et en fait, ensuite, tu pouvais échanger. Donc, avec Et pour le d'autres déverrouiller, tu le mets propriétaires devant, d'animaux. la tête de ton chien. Hop, il déverrouille avec le Face ID. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne Et idée en plus pour faire les balades et tout. ouais, donc Pour les... bon, après, ça a jamais vraiment décollé, hein, parce que bon, l'appli, déjà, elle était très moche, parce que effectivement, moi, je suis plutôt un développeur back-end et tous les aspects front, je suis très mauvais, hein. Alors ça peut m'arriver aujourd'hui de travailler sur de développer des IHM. Souvent, tu vois, je prends jQuery, HTML, Bootstrap, hop, c'est parti. Et voilà. Tu prends ton meilleur, tu vas sur Claude, tu dis rends-moi cette application belle, et boum, ça le fait. Et là, ça va, maintenant, on peut avoir des talents maintenant, du X. Ouais, mais c'est vrai que du coup avec l'IA, c'est un bon exemple des développeurs back-end nuls en front et ils peuvent sauver la face grâce à l'IA. Non, mais tellement, tellement. Trop bien. Donc, du coup, là, on va dire que tu as 18 années d'expérience. Ouais, c'est ça, j'ai été diplômé en 2000 je sais plus, 2006. 2006, ok. Voilà, ouais. Et du coup, là, si tu pouvais résumer un peu les parties, toi, j'ai l'impression que tu as travaillé uniquement en ESN. Alors effectivement, beaucoup en ESN, donc sur Paris, donc dans cette boîte CSC pendant 3 ans, où c'était principalement sur des projets au forfait, même si il y avait quelques passages en clientèle, souvent pour soit faire du transfert de code, des choses comme ça. Mais voilà, surtout des projets au forfait en agence. Donc, il y avait des locaux à la Défense, voilà. Et ensuite, quand je suis arrivé sur Bordeaux, à Bordeaux, le marché est plutôt de type prestation en mode régie, hein. Il y a quelques grosses boîtes qui font du forfait, je pense comme CGI, Atos et tout ça, mais le marché à Bordeaux, c'est principalement de la régie. Donc, j'ai travaillé dans des ESN de taille moyenne à faire essentiellement des missions en clientèle. Et voilà, des missions plus ou moins longues qui peuvent aller de 1 an à 3-4 ans parfois. Et c'est vrai que du coup, j'ai connu pas mal de SN peu différentes, et même parfois des grosses, hein, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, notamment quand mon fils est né, donc j'ai pris la décision de rejoindre CGI, donc qui ont un gros site au Hayan. Et comme j'habite le Hayan, C'est à côté, donc c'est pas mal. voilà, c'est-à-dire que et puis bon, il y avait pas mal de critères réunis. Je travaillais dans une équipe qui était un peu plutôt spécialisée infra et cloud, où ils étaient en train de prendre un peu le virage du cloud, avoir un pôle de compétences pour notamment tu vois, externaliser la gestion des clouds pour certains clients.
Et dans ce cadre-là, alors moi j'avais plutôt une casquette logicielle, développeur logiciel, mais voilà, du coup j'ai travaillé sur des sujets, notamment un sujet sympa de move to cloud d'une application qui était pas du tout en mode cloud native, Ok. qui tournait sur un serveur d'appli, donc la déployer dans Azure sur une infra à vitesse et puis faire en sorte que ça scale. Et voilà. Et donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant très longtemps au sein de SN et à CGI. Donc après il y a eu le Covid en fait. Et le Covid, c'est vrai que du coup je me suis retrouvé un peu à la maison. Le projet sur lequel je travaillais, qui était cool, a été cuté parce que c'était un projet d'investissement. Je m'ennuyais un peu parce que j'ai eu un genre de chômage partiel technique où, alors, je travaillais du mardi au jeudi midi, qui était quand même plutôt bien. Comment ça se fait Euh, ça que tu Tu travaillais? sais, il y a eu du chômage partiel en fait, et Ah du oui. coup, comme moi, ce projet-là qui m'occupait à temps plein a été coupé. On m'a fait travailler en partie sur un sujet qui était monté, une plateforme d'intégration continue pour le groupe CGI, un peu une plateforme mutualisée sur une infra K8S, Ok. mais c'était pas à temps plein. Voilà. Et donc le reste du temps, j'étais au chômage partiel, et donc je travaillais du mardi au jeudi midi. Du coup, t'étais payé moins? Alors non, j'avais maintien de salaire à 100%, c'est ça qui était bien. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est vraiment pas mal là. En plus, il faisait beau, voilà. Mon fils était jeune, il était pas encore à l'école, donc Pour c'était cool. s'occuper de lui, c'était bien quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'après du coup, quand l'activité a un peu repris, bah voilà, CGI, j'ai travaillé sur des TMA, des choses pas trop intéressantes. Puis bon, avec le Covid et tout, on a eu le temps de réfléchir, de se poser des questions. Et là, j'ai une opportunité pour sortir de la technique en fait, et donc pour aller travailler en ESN, mais côté direction d'agence, D'accord. où on me propose un poste de référent technique. Avec une composante un peu support de commerce, donc accompagner les commerciaux pour qualifier des besoins, présenter l'offre technique Sogeti, même si encore une fois à Bordeaux, c'est dur d'aller tirer de l'activité en agence. Et ensuite, accompagnement d'équipe de recrutement, donc pour faire passer des entretiens à des candidats, pour Donc là, c'est plus répondre aux appels d'offres. Ça veut dire que il y a des commerciaux qui vendent une solution. Soit des fois, toi, tu fais un POC et puis après, tu la présentes au client et puis si elle est adoptée, Alors non, parce non? que en fait l'ESN chez qui j'étais faisait quasiment que de la régie aussi. Donc D'accord. c'est voilà, c'est placer des consultants en clientèle, et donc voilà. D'accord. Mais comment ça, toi, t'interviens quand, toi? Alors moi j'interviens parfois pour aider les commerciaux à bien comprendre un besoin et bien expliquer ce qui va être recherché, par exemple, en D'accord. termes de techno, de besoins ou de profil. D'accord. Et côté commercial, essentiellement ça. Après, Sogeti, quand même, essayer de pousser chez les clients, d'aller tirer des sujets, donc en présentant un peu l'offre technique, notamment autour du cloud. Mais voilà, même si, enfin, les clients, je trouve sur Bordeaux, ils sont relativement matures sur ces sujets-là. Oui. Il y a pas grand monde qui externalise cette activité. Mais et après, donc support au recrutement, et puis aussi préparer des consultants aux entretiens techniques. Ça, c'était pas mal en fait, mais voilà, l'idée c'était essayer d'apporter un peu de culture aux candidats, notamment des profils juniors, pour qu'en entretien, ils puissent, même s'ils connaissent pas les sujets dans le détail, qu'ils puissent voilà dire ah mais ça, j'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler, je sais à quoi ça sert, par exemple. D'accord. Puis c'est vrai qu'aussi, quand tu rentres chez un client, ils font en majeure partie des tests techniques. Donc aussi, c'était de les mettre, comment dire? Alors pas forcément des tests techniques, mais au moins des entretiens de mission où ils vont être un peu challengés en face par voilà, quelqu'un de chez le client qui va un peu tester le candidat, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, voir ce qu'il a fait, et puis tester un peu la motivation. D'accord. C'était plutôt dans ce principe-là. Et après, il y avait quand même une partie encadrement d'équipe
autour d'une structure un peu d'innovation où donc l'ESN en question faisait un peu des projets de R&D, pas mal autour d'IA d'ailleurs, gratuitement pour certains clients. En gros, l'idée c'est de réaliser un POC qui va apporter de la valeur et ensuite, si le client est content, transformer ça en projet et peut-être en vente, voilà, ou en prestation derrière. Donc, Ok. mais en fait, ça c'était vraiment une activité très marginale, on va dire. Et à ce moment-là, du coup, effectivement, dans ma tête, je me disais que c'était peut-être bien de sortir un peu de la technique et voilà, de tenter cette expérience. Et c'est là où en fait, ça s'est pas du tout bien passé. Donc là, pour remettre un peu de contexte, t'as eu, je sais plus combien d'années déjà d'expérience dans une ESN, dans les ESN, pardon, une À ce dizaine d'années moment-là, ouais, j'ai fait 15 ans vraiment de dev, hein, de dev pur, ouais. de dev pur. Conception plus dev, voilà, mais un job très opérationnel, quoi, vraiment de Exactement. technicien, développeur. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve à faire complètement autre chose et dans des domaines où voilà, je suis pas forcément bon, en commerce, par exemple. Parce que t'étais pas accompagné quand t'as fait ça? Heu, C'est-à-dire, est-ce que j'ai une formation, par Ouais, exemple, ce genre de formation où truc-là? quelqu'un t'a dit vas-y, on fait Vie ma vie, Non, tu vas me pas suivre. vraiment. En Non? fait, on m'a un peu donné les grandes lignes de ce qui était attendu et après, À toi de créer ta voilà. place. Ouais, un Ok. peu. Mais non, mais c'est vrai que en fait, c'était quand même une opportunité parce que je pense qu'il y a des gens qui auraient vraiment pris le poste en main et créé un truc sur mesure à qui ça aurait convenu. Et mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, en fait, le grand écart, il est Trop important. Ouais. trop important, en fait. C'est ça. Et là, c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, je me retrouve à plus savoir pourquoi je me lève le matin. Je trouve que ça a pas vraiment de sens. J'ai l'impression de pas apporter de valeur ajoutée. Même si, en fait, au final, j'ai un retour plutôt positif de mon encadrement. Mais voilà, et puis après les ESN, c'est essentiellement des taux de marge et éviter l'intercontrat, placer des consultants. Alors il y en a qui le font de plus ou moins de manière correcte, hein, on va dire. Là en l'occurrence, ça allait, c'était pas non plus mais c'est vrai que voilà, je me rends compte que c'est pas ce vers quoi je veux aller et que j'ai fait quand même une erreur, quoi. Donc ça, tu leur dis ou ça se passe comment là? Alors au début, je dis pas trop rien et puis je me dis: «Si ça se trouve, ça va s'arranger, c'est peut-être le Le début, début, tout ouais. ça» et puis en fait, je fais 6 ou 7 mois quand même et puis en fait, un jour, je rentre de vacances et là, je dis à ma compagne, voilà, je dis: je peux plus y aller» donc et là, dans ma tête, c'est le bazar, quoi, parce que je me dis: «Où est-ce que j'en suis? Est-ce que l'informatique, c'est fini? Est-ce que j'ai fait le tour?» Je me dis, je me dis que peut-être il faut que je fasse complètement autre chose, hors de l'info qui enfin de ça a plus vraiment d'attrait pour moi. C'est vrai que tu vois, c'est un pattern qu'on revoit beaucoup, notamment en France où, dès que tu commences à être bien en étant développeur direct, ils pensent ou en général, on essaye de te mettre au-dessus et à savoir là, mentoring et du coup de sortir de l'IT et des fois des fois ça peut être trop brutal parce que tu as plus rien à faire, tu es là, tu te dis: «Mais j'apporte plus rien, moi c'est plus du concret maintenant, faut que j'arrive à motiver des gens et cetera» et là tu as pas trop de retour, des fois tu vois pas trop si ça fonctionne ou pas et là des fois le retour à la réalité peut être assez brutal quand même. C'est vrai que dans l'IT en France, dans les évolutions de carrière, c'est plutôt aller vers le management effectivement. Je pense qu'il y a alors peut-être de moins en moins, hein, mais faire carrière dans la technique, bon après il y a des postes d'architecte, de choses comme ça, Mais tu gagnes moins ou très mais en peu? fait ils sont mais ce que je veux dire c'est que c'est peut-être moins valorisé que les postes de management, de chef de projet par exemple ou de choses Yes. comme ça et même si ça a tendance à bouger mais c'est vrai que du coup, voilà à ce moment-là
je sais plus quoi faire, en fait. Je me demande si je vais pas ouvrir un camion à pizza, faire complètement autre chose, Ah ouais, dur. et ouais, donc j'essaie quand même de réfléchir et de repenser à un moment où, en fait, j'étais heureux professionnellement, en fait. J'essaie de repenser à un environnement où je me sentais bien, où voilà, et puis, je me dis: «Finalement, faut que je revienne, vers ça, quoi». Au moins pour voir, est-ce que ça me plaît encore, en fait? Et donc là, via l'ESN dans laquelle j'étais, je retourne en mission. C'est-à-dire que je quitte l'agence, je quitte mon rôle au sein de l'agence et je retourne en clientèle et je retourne à France Travail, notamment. Sur une mission, j'intègre une équipe, très technique, transverse, qui gère un peu du framework, des briques, techniques, transverses. Donc c'est même pas du projet, hein. Enfin Mmh. si, il y a quelques produits, mais c'est vraiment des produits techniques. Et et puis en fait, bon, bah, je reprends un peu, du plaisir, un peu confiance en moi aussi, parce qu'en fait, j'arrive là-bas, mais avec un syndrome, de l'imposteur où, je me dis, voilà, j'ai l'impression de plus être dans le coup, ouais, c'est Mais là, tu interviens directement en tant que développeur, c'est ça? ouais, j'intègre une équipe un peu de développeurs où on travaille, ouais, sur des produits techniques. On fait un peu, il y a aussi une partie un peu plateforme, avec du pipeline, de la CI/CD. On crée, il y a un framework en fait à France Travail, enfin qui a la tendance, c'est plutôt qu'ils sont en train de désengager, ce framework parce que on se rend compte qu'aujourd'hui avec les briques open source, enfin voilà, et en fait, je sais pas si tu avais constaté ça, mais la vision framework qu'on a connue, dans les années, 2010, tout ça, en fait, les frameworks à l'époque géraient tout un tas de problématiques qui maintenant, souvent c'est géré côté infra Oui. ou plateforme. Et voilà, aujourd'hui dans un monde, logiciel ou, containerisé, cloud native, le framework ça a plus trop de Plus sens, trop le d'intérêt, framework ouais. interne. Exactement. Donc là, toi, ton rôle maintenant, c'est de péter un peu tous les frameworks et commencer à se mettre plus dans une architecture actuelle. Ouais, l'idée c'est alors quand je retourne en mission, ouais, l'idée c'est déjà de reprendre un peu du dev, Java, autour des produits cloud native et donc voilà avec du Spring Boot, Quarkus, heu, déploiement sur infra, K8s, tout ça, enfin Chart Helm, tout ça, quoi. Et après, voilà, au moins de voir si ça me plaît et puis à ce moment-là, bon, je me rends compte que ça m'intéresse, hein, voilà, enfin ça m'intéresse. J'en fais pas en rentrant chez moi, hein, voilà, mais Mais en tout bon, cas, au moins le au boulot, le camion pizza, il est loin là. Là, c'est bon là. oui, oui, puis après bon, il y a la réalité qui nous rattrape un peu, hein, qui est, le crédit de la maison, les enfants, tout ça. Bon, enfin, heu, c'est courageux, hein, de se réorienter franchement, autour de 35-40 ans pour faire complètement autre chose, prendre un risque, voilà, bon, moi j'étais pas forcément prêt à le faire. Mais malgré tout, donc je reprends, une mission technique, mais je me rends compte que, il y a quand même il manque un truc en termes d'épanouissement, j'en ai un peu marre des ESN aussi, parce que voilà, bon, bien sûr, ils se prennent, pas mal de marge, hein, sur les consultants aussi, mais après c'est vrai que le CDI, après le covid, bon, enfin comment dire? Le contexte a un peu changé, peut-être les ESN ont du mal à être attractifs parce qu'il y a pas mal de gens qui se lancent, Alors compte, avec le full remote exact en plus, ou oui. même ouais, puis on a l'impression à ce moment-là qu'il y a un peu un désamour des ESN ou même les gens qui préfèrent, soit aller chez des clients finaux. Mmh. Et moi à ce moment-là, d'ailleurs tous mes potes, tout mon réseau professionnel, des gens qui ont à peu près le même âge que moi, en fait, il y en a quasiment plus beaucoup qui sont en ESN. Ah Il ouais? y en a beaucoup qui sont, chez des clients finaux, C'est quoi la proportion, client final et freelance? alors De tes copains, freelance, hein? alors on va dire dans allez, vraiment mes
potes qui bossent dans l'IT sur Bordeaux ou pas forcément sur Bordeaux. Allez, il y en a peut-être un tiers indep. Et on va dire, allez, ensuite sur ce qui reste, la plupart ils sont en client final. Et en ESN, il y en a quasiment plus, quoi. Ah oui? Enfin si, après, ouais, si. Il y a quand même des gens que je connais, en fait, sont des gens qui sont restés quand même relativement tout le temps dans la même boîte, Mmh. qui ont jamais trop voulu changer, mais non, ouais, on va dire un tiers, quand même. Un tiers, un Ouais, tiers? peut-être quand même. Ouais, c'est un Mais alors peu... que quand je suis arrivé à Bordeaux, il y avait La majorité était la en ESN. majorité, on était en ESN. Ouais, exactement. Et est-ce que, parce que maintenant, toi, au total, tu as 18 années d'expérience, est-ce que la majorité des personnes qui ont à peu près, qui sont sorties d'école en même temps que toi, est-ce qu'ils sont managers ou est-ce qu'ils sont, ils font encore de l'opérationnel? Alors c'est marrant parce que sur ma promo justement EPSI Paris 2006, il y a des gens avec qui j'ai gardé contact et il y en a qui font complètement autre chose en fait. Ah oui? Là, eux, ils font Qui sont ouais, du ouais, camion pizza, eux. non, mais Commande il de y pizza. en a qui bossent dans l'assurance, tu vois? Par exemple. Ah oui! Et Ah alors oui! qu'ils sont rentrés, tu vois, dans le milieu de l'assurance via l'IT au début, mais qui après ont switché total, Incroyable. mais après, en général, ces gens-là, même à l'école, tu sentais que c'était pas des passionnés de l'info. Peut-être que voilà, ils sont arrivés dans une école, bon, l'EPSI qui est une école privée aussi, hein, donc parce qu'il faut bien faire quelque chose à un moment et puis voilà, avoir la chance que les parents puissent payer une école privée sur 5 ans, qui donne accès quand même à un diplôme, parce qu'en France, ça marche beaucoup par le diplôme aussi. Et donc oui, non, il y en a plus trop qui font vraiment de la technique pure. Pas mal ont bifurqué. Il y en a qui sont sortis de l'IT. J'ai un ami qui était informaticien et qui a bossé dans des boîtes comme Miracle, par exemple, aussi. Ah oui! Il a tout arrêté. Maintenant, il est pet-sitter sur le bassin. Mais non! Ah oui, là, c'est complètement différent. Ouais, ouais. Mmh. Et bah lui, ouais, c'est un cas particulier, mais parce que voilà, mais et après non, mais beaucoup dans le management. J'étais copain, un très bon copain à moi que tu dois connaître, qui s'appelle Sébastien, qui travaille chez Cdiscount, Sébastien Bonnet. Ah oui, 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 Voilà, donc lui qui exactement. faisait, On lui fait coucou. et qui est manager maintenant, qui est plutôt en direction d'équipe, quoi. Et mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que je reprends la technique, mais à un moment, je me dis que j'en ai un peu marre des ESN. Et puis surtout, dans mon équipe, il y a un peu mon binôme qui, lui, est indépendant, en fait. Et donc, il me dit, mais tu devrais passer indépendant. Là, là, Et du coup, bah, c'est vrai que dans ma tête, ça mûrit. Et puis, à ce moment-là, je me dis que je suis prêt Et let's go. et let's go. Et c'est quoi qui t'ont fait basculer pour devenir indépendant? Ben en fait, j'y avais pensé déjà quelques années auparavant, mais dans ma tête, j'avais un peu un biais, où, je me disais que c'était risqué, qu'il y avait peut-être, beaucoup de démarches administratives, un peu de charge de travail en plus pour, tout ce qui veut être compta, par exemple, des choses comme ça. Et puis après, bah, la partie, recherche de mission, quoi. C'est-à-dire que, bah, quand on est en mission en long terme, c'est bien. Après, dans l'idéal, il faut pouvoir enchaîner, hein, trouver des missions et Être toujours en veille? être toujours en veille, ouais, se construire un réseau Mmh. professionnel. Mais à ce moment-là, donc quand je décide de passer indépendant, je me rends compte qu'en ayant fait 15 ans de régie sur Bordeaux et ben, que le réseau professionnel, je l'ai, en fait. Que je pense que, peut-être que, on va dire, j'ai une bonne réputation aussi, dans le sens où, bah, j'ai rarement eu, de missions qui s'étaient mal passées, enfin, voilà. Et et puis voilà. Et puis après, donc ce binôme-là, donc Vincent avec qui je travaillais, qui était indépendant, il me dit: «Bah, ouais, vas-y, faut que tu passes indep». Et là aussi où j'ai de la chance, c'est que au moment où je passe indépendant, donc je suis en mission chez France Travail et en fait, je conserve ma mission. Donc c'est-à-dire que je démarre, Donc tu passes de d'ESN à freelanceur, à freelance?
Ouais, alors ça, j'ai pu le faire parce que, comment dire? Le lot, sur lequel, j'étais missionné, en fait, c'est Capgemini qui avait ce lot-là et donc mon ESN était en rang 2 D'accord. et du coup, quand je passe indépendant, je suis allé voir, Capgemini. Je leur ai dit: «Bonjour, je suis en mission chez France Travail, via, tel ESN» et je leur ai dit: «Bah, voilà, j'aimerais passer indépendant et conserver ma mission. Le client, il souhaite me conserver aussi, donc et donc Capgemini, accepte parce qu'en plus eux, ça les arrange aussi parce que forcément, au passage, leur marge augmente C'est ça, exactement. et donc ça, c'est la chance que j'ai, c'est de pouvoir démarrer avec une mission déjà qui me plaît et relativement à long terme, quoi. Donc c'est-à-dire que là, ça fait 1 an que je suis en mission, il me reste à peu près 2 ans de mission chez France Travail. Donc ça permet de voir venir et puis de démarrer sereinement. Trop bien ça, hein. Tu directement, t'as déjà un client, qui est le plus dur d'ailleurs. Oui, oui, de trouver sa première mission, effectivement. Donc c'est le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent, se lancer en tant qu'indépendant, c'est, vous lancez pas tant que vous avez pas la mission pour démarrer, quoi. Après des fois aussi, quand tu recherches, parce que moi j'ai fait une période en freelance, quand je recherchais des missions, ils me disaient tout de suite: «Mais nous on a besoin de quelqu'un de maintenant à maintenant». Et comme tu vois, en général on a un préavis de 3 mois, eux ils peuvent pas attendre, tu vois? Ouais. Après, en fait, d'être indépendant contractuellement, alors tu pars jamais du jour au lendemain d'une mission, mais potentiellement tu peux terminer une mission plus rapidement qu'en étant, employé dans une ESN, au final. Donc ça, c'est une des forces aussi de, voilà, pouvoir, choisir ses missions, puis à un moment, si effectivement il y a une opportunité qui se présente, pouvoir, un peu sauter sur l'occasion, quoi, alors bien sûr en partant, «proprement» entre guillemets, hein, voilà, mais c'est un des avantages peut-être. Mmh, carrément. Et toi comment parce que t'as jamais eu à chercher des missions? Alors j'ai eu, si j'ai eu ça justement, parce que donc, quand je démarre en tant qu'indépendant, donc il me reste à peu près 2 ans de mission à France Travail et je travaille sur un sujet, qui est assez intéressant, donc au début, il y a eu un peu de framework, ça comme j'ai expliqué, enfin de travail autour de produits techniques, on va dire. Et après ensuite, j'intègre une petite équipe, qui travaille sur un sujet un peu de désengagement, de de code legacy, COBOL, de serveurs ZOS en fait. Parce que, en fait, ça devient une dette technique, et France Travail, c'est un gros sujet, depuis plusieurs années. D'ailleurs, ils ont tenté plusieurs choses. Au départ, ils se sont dit: «On va réécrire en Java». C'est via les applications COBOL et en fait, ils se rendent compte que, c'est compliqué parce que, le code COBOL est pourri, il y a plus de doc, on a perdu la connaissance métier, les règles de gestion, les les bases données, DB2, les champs, les noms des champs, c'est limité en caractères, ça veut rien dire, enfin, c'est très compliqué. Ils s'embarquent dans un bourbier un peu et donc là, ils décident de changer de fusil d'épaule, de porter les applications COBOL vers, une autre infra, qui coûte moins cher que, les serveurs ZOS, d'IBM et voilà et en fait, sur ce projet-là, heu, comment t'assurer qu'en gros le portage de tes applications est OK et à un moment, de dire: «OK, on bascule, tout marche». C'est compliqué parce que justement, il y a plus trop de connaissances, fonctionnelles donc l'idée c'est en fait de faire un genre de double run pendant un certain temps et en gros on regarde ce que le legacy génère, ce que le nouveau système génère, on compare et si en sortie c'est similaire, finalement c'est que c'est OK. Donc là, à ce moment-là, je travaille sur, des outils, autour de ça pour gérer du double run, des genres de gateway, en amont pour faire du Y, sur un comparateur aussi de trame
Et en fait, ce projet, la MEP de ce projet-là, est décalée à presque 1 an. Ah oui. Alors on va dire 6 mois, 1 an. Là, ça sent pas bon, là. Et là, en fait, nous, sur le périmètre, il y a encore des choses à faire, mais finalement, on est presque prêt pour. Donc, l'activité baisse un peu, et voilà. Et là, j'ai une opportunité qui se présente à moi, c'est d'aller travailler avec des copains qui ont monté une start-up. Donc, c'est des gens que je vois régulièrement en after work, on discute un peu, avec qui j'ai déjà travaillé dans un autre contexte quand j'étais en ESN. Et ils me disent, on cherche un dev back-end pour faire une refonte technique de notre produit. La boîte commence à marcher et voilà, sur le papier, c'est intéressant. C'est pareil, une solution cloud native. Alors par contre, c'est du .NET, mais bon, voilà, .NET Core plutôt l'environnement. Et là, donc, je décide de terminer ma mission France Travail pour aller travailler avec eux. Donc, t'as fait une limite rupture de contrat. T'as dit bon écoutez, je démissionne. Ouais, voilà, donc j'ai géré ma sortie quand même, peut-être avec 1 mois et demi, 2 mois quand même. D'accord. Et donc je vais travailler effectivement avec des copains qui ont monté une boîte qui s'appelle Locuta. Donc là, ouais, importance du réseau, quoi. Du coup, c'est en discutant, en allant dans les after work, que t'as vu que il y avait une opportunité. Vu que t'avais une baisse de régime d'un côté, tu t'es dit, bah allez, hop, on va aller rejoindre l'autre partie et puis l'autre entreprise et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, sur un sujet cool avec des gens que je connais, que j'ai en partie avec qui j'ai déjà travaillé. Et donc là, je démarre cette mission. Donc ça, c'était au mois de mars. Et puis en fait, là, ça se passe pas très bien, quoi. Donc c'est-à-dire que je travaille avec quelqu'un en particulier où on a du mal à s'entendre, on n'a pas forcément la même vision du dev, de la qualité, du delivery, tout ça. Alors après, on est dans un contexte startup aussi, donc voilà, moi j'entends aussi qu'effectivement il y a des contraintes et tout ça. Mais finalement, assez rapidement, on se rend compte que ça marche pas et qu'il vaut mieux qu'en fait, qu'il vaut mieux qu'on arrête et puis qu'on reste amis et voilà, qu'on se dise, qu'on en rigole. Bon, on s'est revus depuis autour d'une bière, on en rigolait, mais c'est vrai que du coup, là, à ce moment-là, j'ai quitté ma mission France Travail, qui aurait pu continuer peut-être encore 1 an. Et puis je me retrouve du coup du jour au lendemain sans mission, quoi. Et là, t'as plus rien, là. Et là non, donc là je me mets en recherche active, on va dire. Donc c'est là où je te demandais comment tu fais pour rechercher. Là, tu l'expérimentes, là. Ouais, donc là et puis là c'est la première fois en fait que je me retrouve dans la situation à devoir trouver quelque chose. Donc là je panique pas, mais en fait, j'active un peu tout mon réseau en même temps. Et puis en plus sur des sites aussi comme Hello Work ou des choses comme ça. LinkedIn aussi. LinkedIn un peu, ouais, même si ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas trop orienté freelance, Oui, c'est vrai. la partie recherche d'emploi LinkedIn. Voilà, c'est surtout, je pense, pour du recrutement, du CDI. Mais du coup, j'active un peu tout mon réseau et c'est vrai que Bordeaux, c'est pas très grand. Et je me retrouve dans des situations un peu délicates où, alors des boîtes qui sont en rang 2, que j'ai activées, qui présentent mon CV pour un même besoin. Donc mon CV se retrouve sur une même table via 2 boîtes différentes. Et je me rends compte que la stratégie, elle est mauvaise. J'appelle des boîtes qui sont des ESN, mais qui sont souvent en rang 2, qui sont pas en direct avec le client. D'accord. Et donc c'est pour ça que je me retrouve dans des situations comme ça. Alors, où mon CV se retrouve pas forcément sur le bureau du client, mais chez le SN qui a le contrat, quoi. Et genre, le SN qui a le contrat me dit: «Ah mais je comprends pas, on a eu ton CV via 2 boîtes différentes, tu passes par qui en fait?» Tout ça, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc effectivement, je pense qu'on est un DEP, le réseau, la relation commerciale, faut la construire avec les boîtes qui sont en prise directe avec les clients. Et en fait, il y a aucun intérêt à multiplier aussi les intermédiaires parce que forcément Oui, c'est au final, chacun se sert un peu sur
sur la bête, quoi. Donc C'est ça. voilà, l'idée c'est. Et tu pouvais pas aller contacter directement les clients finaux, donc aller voir les gros acteurs et puis leur demander s'ils recherchaient en freelance? Alors ça dépend, il y a des clients avec qui c'est juste pas possible, notamment, un exemple, France Travail, c'est du secteur public, donc en fait la prestation, elle passe par des appels D'appels d'offres d'offres, ouais. tous les 3-4 ans et donc ensuite forcément c'est les gros ESN qui remportent souvent ces contrats-là. Donc souvent il y a des scopes, c'est loti, hein, donc il y a souvent les grosses ESN se répartissent un peu tout ça et ensuite elles font appel à de la sous-traitance. Ils peuvent pas te réorienter vers des ESN s'ils sont en recherche? Parce que finalement, ils peuvent être en recherche ou l'ESN. Alors si, effectivement, d'où l'importance aussi du réseau, c'est que en fait ce qui s'est passé, donc je sortais de France Travail et finalement une ESN me contacte et me dit: «Ah on a un besoin pour France Travail». Donc je leur dis: OK, mais moi je sors tout juste d'une mission pour France Travail, donc ça m'étonnerait que je puisse y retourner de sitôt et en fait, le descriptif de la mission m'intrigue parce que, ça ressemble pas mal au poste que j'avais, avant, lors de ma mission précédente. Mais c'est pas exactement ça, donc finalement, j'appelle mes anciens collègues pour leur dire: «On m'a parlé d'un besoin, dans telle équipe avec telle personne». Enfin, mais j'arrivais pas trop à situer l'équipe et du coup, donc mes anciens collègues se renseignent un peu et là, ils me disent, effectivement, c'est dans l'équipe, bus. Donc c'est une équipe qui gère un peu les bus de messages à France Travail et là, ils me disent, ils cherchent effectivement à monter une équipe pour travailler sur le nouveau bus, et donc finalement, je me retrouve en réunion, avec le client, donc France Travail, que je connaissais, hein, parce que en fait, lors de ma précédente mission, il y a des sujets sur lesquels, les périmètres étaient un peu, à la marge, tu vois, de ces 2 équipes, donc je connaissais bien cette équipe et du coup, le client sait que je suis disponible, il sait que je connais l'environnement France Travail, il sait que je connais les technos, il sait que je connais, l'infra, les process, donc en fait, il me veut dans l'équipe et donc il m'oriente vers une ESN pour, le portage commercial. Trop bien. Mmh. Et donc là, finalement, je retombe sur mes pattes, je retrouve une mission, après quand même 2 mois d'inactivité. Donc là, t'as pas eu, 2 mois d'activité, sachant que c'était pas prévu. T'as pas eu de problématique? Ça se coupe tout de suite, tu vois? T'as pas de, Ouais. préavis, t'as rien. Si tu mets pas d'argent de côté, là, c'est compliqué. Effectivement, la gestion de la trésorerie, elle est très importante, hein, quand on est indépendant. Je pense qu'il faut au moins, 3-4 mois de trésor, d'avance. Parce qu'effectivement, la recherche de mission, ça peut être compliqué. Moi, quand j'ai cherché une mission, c'était un peu au moment des annonces, des tarifs là de Trump et tout. Enfin, niveau économique, niveau mondial, C'était pas il y ouf. avait pas mal d'incertitudes. Ouais. Et là, début mars, je me rends compte qu'il y a pas trop de c'est pas trop dynamique le marché et je commence à me dire, «C'est chaud, je vais peut-être devoir, accepter une mission en full remote», par exemple. Alors, où je suis pas forcément contre, mais je préfère, travailler localement et c'est vrai que du coup, bon, j'avais un peu d'avance, aussi, mais c'est vrai que la gestion de la trésor, c'est importante et d'où le aussi d'être bien accompagné niveau comptable, ce qui n'a pas été mon cas, en fait, au démarrage. J'étais un peu déçu, j'ai eu quelques surprises, on va dire, d'URSSAF qui toque à la porte aussi, On les aime à un bien, eux. moment, voilà, mon comptable qui m'a pas forcément, tout bien expliqué, on va dire. Alors que pourtant, au démarrage, c'est là où justement l'accompagnement doit être, Doit être exemplaire, bah oui. voilà. Et donc là, heureusement, j'ai plusieurs amis indep qui font ça depuis longtemps, où j'échange avec eux, ils m'expliquent des trucs, et heureusement, hein, et voilà. C'est vrai que du coup, là, j'ai changé de comptable. J'étais pas content. Bah oui, du coup, tu quoi? C'est une régularisation, pardon, de l'URSSAF et du coup, ils t'ont ponctionné, quoi.
Oui, parce qu'en fait, l'URSSAF comme base de calcul, des cotisations, alors quand on est indépendant, en fait, il y a plusieurs statuts. Donc moi, je suis en EURL. Et t'as commencé directement en URL? Ouais, j'ai commencé en EURL. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui démarrent en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple. C'est peut-être mieux, mais c'est pas ce que conseillent les comptables parce qu'ils veulent être payés. Bah, c'est ça. Donc les comptables, ils ont pas trop d'intérêt parce qu'il y a pas de Exactement. compta à faire quand on est auto-entrepreneur. Exactement. Après, il y a aussi d'autres types, de structures. Je sais qu'il y en a qui démarrent en SASU, notamment, quand au début, par exemple, des gens qui ont des droits au chômage, par exemple, de démarrer en SASU, ça peut avoir des avantages. Hem, Moi, j'ai voulu démarrer en EURL parce que, voilà, assez rapidement, je savais que de toute façon le plafond en tant qu'auto-entrepreneur, j'allais le dépasser, rapidement. En fait, quand on est en EURL, donc on est travailleur non salarié, mais bien sûr, il faut quand même vivre, donc on se verse un salaire. Donc on se verse un salaire, net, tous les mois et ensuite, bah, on déclare les salaires qu'on s'est versés à l'URSSAF et de là, ils calculent une cotisation. Donc moi, je fais ce qu'on me dit, donc je me verse un salaire et puis je déclare mes salaires, tout nickel pour que en gros, les cotisations soient ajustées au mieux. Et en fait, je me rends compte que dans la base de calcul de l'URSSAF, il y a pas que les salaires nets qu'on se verse. Il y a d'autres choses, par exemple, il y a, un certain nombre de choses. Donc quand on est indépendant, en général, il faut prendre une prévoyance, une mutuelle. Je conseille d'ouvrir, enfin, souvent les conseillers en patrimoine conseillent d'ouvrir un plan épargne retraite aussi, parce que du coup, on cotise moins, qu'un salarié pour sa retraite. Parce que, Oui. en fait, quand on est salarié, il y a une part de cotisation patronale et salariale. Donc là, quand on est indépendant, et ben, il y a plus de la part de cotisation salariale. Et en fait, tout ça, c'est considéré comme du salaire au point de vue URSSAF. Et donc moi, je me retrouve, avec une régule au bout d'1 an et demi après mon premier bilan, avec ça que j'avais pas pris en compte et voilà. Du coup, mauvaise surprise, on va dire. Passe à la caisse. Et ouais. Ça, c'est les méandres un peu du freelancing, des choses qu'on connaît pas trop, mais si on n'anticipe pas, des fois on peut vite être dans le rouge. Ouais, donc ce que je peux conseiller, en tout cas quand on est en structure entreprise, hein, parce que bon, auto-entrepreneur, du coup, tout chiffre d'affaires, passe en revenu. Mm. Quand on est en entreprise, donc avoir un bon comptable et puis pas hésiter à le solliciter, pour, heu, pour bien comprendre, tous les mécanismes. Carrément. Donc là, c'est vrai qu'au début, tu vois, on parlait de, toi, tu perdais un peu de sens, tu voulais faire autre chose, et après, tu as repris un peu la technique, et là, tu t'es dit, ok, c'est bon. Mais comment ça se fait que tu vois que tu perdu un peu le sens que tu avais de base? Parce que t'as dit au début que t'avais fait un tour, et après derrière que t'as repris le travail, t'as repris le développement, mais il y a un moment t'as douté, tu vois. Moi, l'informatique, bon, c'est mon métier, j'ai toujours fait que ça, quand je me suis posé la question de faire autre chose, au final, j'ai eu du mal à me voir, dans autre chose. Après, c'est vrai que c'est mon métier, je vais pas dire que c'est ma grande passion. C'est-à-dire que moi, quand je rentre chez moi, le taf est terminé. J'ai pas forcément de side project, de choses comme ça. Bon voilà, je me tiens au courant, de ce qui se passe, j'essaie d'évoluer avec le temps, les nouveaux outils, des choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai d'autres passions dans la vie à côté, c'est un métier qui me plaît, hein, malgré tout, je suis content, d'aller bosser et de trouver du sens dans ce que je fais et c'est vrai ce qui a évolué surtout avec le temps de plus en plus, c'est ce que je fais au quotidien, donc le métier de développeur, mais c'est aussi dans quel cadre je le fais. Le cadre fonctionnel, le secteur d'activité. Par exemple, moi, j'aime bien, le secteur public parce que je trouve qu'il y a une mission derrière, voilà, je préfère, travailler aujourd'hui pour France Travail que,
Alors sans dénigrer, hein, mais que d'aller travailler pour une banque, par exemple, ou voilà, des choses comme ça. Et après, ce qui m'intéresse aussi, c'est le cadre. Donc l'environnement, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce qu'il y a du travail en équipe? Est-ce que dans le cadre où je travaille, on prend le temps de faire les choses bien, par exemple? Donc voilà, au-delà de la technique pure, aujourd'hui, ce à quoi je vais prêter attention, c'est tout ça, quoi. D'accord. C'est-à-dire que ça Et peut être n'importe quel emploi du moment que tu as ces, critères qui sont réunis, pour toi c'est, ah bah, après il faut que ça reste, si, quand même dans le périmètre de mes compétences et de bah, ce que je oui. fais. Enfin, même si ça peut m'arriver de sortir un peu de ma zone de confort, hein, de travailler dans un autre langage, par exemple, ou sur une mission peut-être, un peu plus, infra, DevOps que pur, développement logiciel, par exemple. Mais, mais aujourd'hui, oui, le sens, je le donne, à travers tous ces critères-là. Au-delà de vraiment de la pure technique, voilà, à France Travail, j'ai la chance de travailler avec des technos récentes, mais, ça me dérangerait pas de travailler sur peut-être des sujets un peu plus legacy si autour, bah, il y a d'autres critères qui viennent compenser un peu, voilà, tout ça OK. donc, Et toi, tu te vois encore freelance, longtemps ou toute ta carrière? alors je pense pas, je me vois mal à 60 ans. Alors en plus je sais même plus jusqu'à quel âge on va devoir travailler, hein, avec toutes les réformes de retraite qu'il y a eu, Je crois que c'est 95, 95 ans. mais du coup, non, mais je me dis qu'à 60 ans, je me vois pas indep. En fait, ça pourrait, mais aujourd'hui, je pense que pour terminer un dep, faut vraiment aller sur une niche, un truc très spécifique qui va être recherché. Par exemple, comme j'ai expliqué à France Travail, ma mission précédente, j'ai travaillé sur un sujet de portage, Ah oui. d'applications COBOL, sur une nouvelle infra. Et il y avait un gars, qui travaillait via Capgemini. Il était retraité, mais il continuait à bosser. Il avait 70 ans. Mais non. Et en fait, il travaillait sur des sujets COBOL et on l'a vu, moi je l'ai rencontré, lors d'une soirée qu'on a fait là avec l'équipe, des personnes qui travaillaient sur le sujet. Et ouais, non, il continue à bosser, en tant qu'indep, C'est incroyable. sur, des sujets COBOL, donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, vraiment sur les technos de niche comme ça, où il y a plus trop de compétences, je pense c'est jouable. Bon après peut-être que dans 20 ans, Java sera devenu une compétence rare, mais bon, j'en doute un peu. Et non, non, du coup, en fait, je me vois bien finir, bah, chez un client final. Alors je sais pas trop où, faudra voir, peut-être France Travail. C'est vrai que c'est ma 3e mission là-bas et c'est un environnement que j'aime bien. J'ai eu des opportunités, d'embauche que j'ai parfois déclinées. Il y a des fois, j'aurais voulu signer là-bas en interne, ça s'est pas fait non plus. Donc mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être typiquement ce genre d'environnement, France Travail, ça pourrait être, La boîte où tu vas rester, un point jusqu'à de la chute. retraite. Ouais, peut-être, ouais. Donc Carrément. faut pas que je le dise trop fort parce que Ouais, c'est ce que je me disais en plus. J'ai une question que je pose en général en fin d'épisode, c'est, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu t'en sers toi et est-ce que c'est développé, chez France Travail? alors effectivement, chez France Travail, il y a toute une équipe qui est dédiée un peu à l'IA et aux usages un peu de l'IA, et ce que ça peut apporter. Alors, à la fois, au sein de la DSI France Travail, c'est en termes d'outils, de support, développement, de choses comme ça, et aussi, niveau métier, quoi. Donc en agence, France Travail, ce que ça peut apporter. Je sais qu'il y a eu aussi des expérimentations, parce qu'en fait, France Travail, bon, ils ont 2 missions. Il y a d'un côté, la recherche d'emploi, donc c'est ramener les gens vers l'emploi, donc c'est-à-dire, bah, à partir de personnes qui ont certaines compétences et d'employeurs qui postent des offres d'emploi, bah, arriver à orienter, les profils vers
des emplois qui leur correspondent, hein. Et là-dessus, effectivement, je pense qu'il y a quelques expérimentations qui ont été faites. J'ai pas trop les détails, mais effectivement, c'est un usage intéressant. Et après, il y a une deuxième mission. France Travail, c'est indemniser les demandeurs d'emploi, hein. Et là, bon, là, c'est peut-être moins applicable, mais effectivement, j'ai des collègues ou des personnes avec qui même j'ai travaillé par le passé chez France Travail sur des projets, des produits fonctionnels qui aujourd'hui font un peu d'expérimentation autour de l'IA. Et, euh, et voilà. Et ensuite, aujourd'hui, alors de quelle manière je m'en sers alors, j'échange un peu avec des copains, collègues dans le milieu, sur un peu ce qu'on a testé. Mais notamment hier soir, j'étais avec des amis. Il y en a un qui m'a dit qu'il utilisait pas mal Claude. Ah, c'est pas mal ça. Et il paraît que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, orienté IT pour les métiers de l'IT, Yes. ça a l'air un peu plus performant que ChatGPT. Carrément, pour le code, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'utilise un peu ChatGPT des fois, mais bon, de manière très ponctuelle, on va dire, quand vraiment il y a un truc sur lequel je bloque. Enfin, je vais lui demander de m'aider, voir si ça peut débloquer, trouver quelques pistes, quoi. Bon, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le métier de développeur, ça va pas mal faire évoluer le métier, je pense. Peut-être les profils qui vont plus en pâtir au départ, c'est peut-être malheureusement les profils juniors, hein, qui sortent de l'école avec peu d'expérience, parce Oui. que effectivement, une IA elle va être capable de produire du code. Mais bon, derrière, est-ce que ce code est nickel? Il faut quand même le contrôler, le revoir. Donc là, la chance d'être un peu, d'avoir de l'expérience, c'est que je pense que dans le métier de développeur, on sera peut-être je me trompe, hein, mais je me dis, on sera peut-être les derniers impactés par l'arrivée de l'IA. Exactement. Et après, effectivement, non, mais ceux qui vont bien s'en sortir, c'est ceux justement qui arriveront à mettre l'IA un peu au service de leur métier, hein, soit pour des gains peut-être de productivité ou peut-être justement ajouter plusieurs cordes à son arc grâce à l'IA, peut-être. Exactement. S'il y a peut-être un point qu'on n'a pas vu et que tu aimerais aborder. Non, je crois pas. Je crois que j'ai pas mal raconté de choses, hein, aujourd'hui, mais C'est très bien, c'est top. Ça va en aider pas mal, hein, je pense. Surtout sur la partie freelance et quête de sens. Moi, je trouve ça trop bien. Parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Une fois que tu vois, quand on fait un tour, qu'on arrive un peu à un plafond, on se dit, mais bon, j'ai terminé, c'est bon, c'est fini, allez, je fais autre chose. Et soit c'est camion à pizza, soit c'est élever des chèvres dans le Larzac. Il y a plein de choses comme ça qui reviennent en tant que, en tant que développeur. Donc, c'est pas mal que tu mais avances. c'est vrai que parfois c'est juste le cadre dans lequel on fait son métier qu'il faut changer. Même si on a l'impression d'avoir fait le tour, moi je sais que ça a un peu redonné un peu du souffle, voilà, et du sens à ce que je faisais. Bon, peut-être que dans 10 ans, je me reposerai un peu ces mêmes questions, j'en sais rien, mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui, on va dire qu'en termes de satisfaction professionnelle, ça m'a apporté vraiment quelque chose, quoi. Même si bon, il y a quelques mauvais côtés dont on a parlé, hein, voilà. Mais honnêtement, aujourd'hui, moi, s'il y a des personnes qui hésitent, voilà, à passer indépendant, je peux que les encourager. En plus, il y a aussi des aides aujourd'hui qu'on a en création d'entreprise. Tu as l'ACRE, non? C'est pas ça? Ouais, voilà. Alors c'est l'ARCE. Alors c'est un peu différent. C'est l'aide à la reprise et création d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être démissionnaire et toucher ses droits au chômage si on est en création d'entreprise. Alors moi je savais pas non plus et Ah ouais, je savais pas. on peut Oui, en parler 2 minutes, mais carrément. c'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années, je pense sous Macron, et je pense que c'était c'est peut-être arrivé après le statut d'auto-entrepreneur, hein, parce que bon, je pense avec le lobbying d'Uber et compagnie, je pense que voilà, pour faciliter les gens à créer leur auto-entreprise.
En fait, comment ça se passe? Avant de démissionner, ça c'est très important, il faut le faire avant de démissionner. Il faut monter un dossier. Donc moi, j'ai été accompagné par un conseiller de l'APEC, où en fait, il faut faire une étude de marché, un peu un business plan, une projection, des revenus. Et ensuite, donc pour faire ce dossier, on est accompagné par quelqu'un. Donc, comme je disais, moi, c'est un conseiller de l'APEC. Et ensuite, ça passe devant une commission. Et si c'est validé, donc à ce moment-là, on peut démissionner et s'inscrire au chômage. Et donc toucher ses droits alors sous 2 formes. Soit on touche ses allocations chômage sur toute la durée des droits, mais ça, c'est pas forcément intéressant parce qu'assez rapidement, quand on démarre en tant qu'indep et qu'on se verse un salaire, du coup, ça veut dire que les droits au chômage sont suspendus, à partir du moment, voilà. Et sinon, il y a un autre mode où en fait, on peut toucher 40% de ses droits au chômage versés en 2 fois. Une première fois au démarrage et la deuxième moitié des 40% au bout de 6 mois. Par contre, le reste, les 60% restants, ils sont perdus. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, si pour démarrer une activité, on a besoin un peu de capital pour acheter du matériel, par exemple. Alors qu'on a un informaticien, il n'y a pas forcément besoin. Mais par contre, quand j'ai démarré mon activité, donc j'ai démarré ma mission en tant qu'indep, et en fait, on émet la première facture à la fin du mois, et en fait, les ESN, il y a souvent un délai de 45 jours voire à 2 mois avant de régler. Et donc moi, ça m'a permis, par exemple, au démarrage de mon activité, comme ma première facture, elle a été encaissée au bout de 3 mois, et ça m'a permis pendant 3 mois, ce petit capital-là, de pouvoir assurer mes dépenses quotidiennes, mes crédits, tout ça, pendant 3 mois où je versais pas de salaire. En fait, ça m'a permis de pas piocher dans mon épargne, quoi. Très bien, ça c'est un bon tip ce que tu dis là. Ouais, donc ça c'est un petit coup de pouce qui est pas négligeable, on va dire, pour démarrer aussi l'activité. Donc et voilà, il faut savoir que ce dispositif existe. On n'est pas obligé de négocier une rupture conventionnelle ou de se faire virer pour toucher ses droits au chômage. Alors ça marche bien sûr qu'une fois, Oui. et seulement si on est vraiment en création d'entreprise ou reprise d'entreprise aussi. Ok, merci beaucoup. Comment tu fais pour rester à jour? Pas mal sur X, Medium, des choses comme ça. Ok. Et essentiellement. Et puis aussi les podcasts. Ah voilà, la cave, surtout la cave. Et si on veut te contacter, comment on fait? Alors si on veut me contacter, je suis sur LinkedIn. Il n'y a pas de souci. Enfin, pour des opportunités professionnelles, tu veux dire, ou non, ou même des sujets, sur LinkedIn, je suis assez réactif, et bien sûr, même s'il y a des gens qui ont des questions sur ce dont on a parlé, la création d'entreprise, le passage en tant qu'indépendant, il n'y a aucun problème. Je suis disponible pour répondre à tout ça. Top, nickel. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton accueil. Non, avec plaisir, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, salut.